Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon acolyte Movsar Ibragimov. On va évidemment revenir sur malheureusement la défaite par KO subie par Benoît Saint-Denis. C'était le week-end dernier. Comme event de l'UFC 299 à Miami face à une légende qu'on nomme Dustin Poirier. Movsar, comment tu vas? Et Ramadan Moubarak Saïd au passage d'ailleurs. Ça va super frérot et merci beaucoup toi aussi. Merci beaucoup, Movsar. Première question, avant de parler de Benoît Saint-Denis, de Steve Poirier, allez, on va quand même réagir aussi sur les autres combats. Michael Venom Page, il faut en parler, c'est un véritable showman, hein, Movsar. Michael Venom Page, ce qu'il a fait à Kevin Holland, c'est un truc de fou. Il a complètement annulé son striking. Je trouvais que Kevin, il s'est senti un petit peu perdu pendant ce combat. J'ai pas compris la perf de Kevin Holland qui subitement s'est transformé en lutteur, hein, comme l'a dit Ned Diaz. Ah, you're a wrestler now. Et puis, il y a quoi qu'on doit signaler? Bah, évidemment, le main event avec Sean O'Malley, son striking incroyable qui a pris le meilleur sur Marlon Vera. Mais Marlon Vera n'a toujours pas subi le moindre knockdown. Et pourtant, il a pris des sacrés coups. Sean O'Malley, Michael Venom Page, mis à part le co-main event, c'est les deux stars, les deux grands gagnants de cette UFC 299, hein, Mofsar. Ouais, j'ai beaucoup aimé, mais moi je t'avoue que un combat que j'ai vraiment apprécié dans cette carte, c'était aussi Peter Yan. Ouais. Peter Yan contre Sanga, donc voilà, quel combattant, quel fighter. La carte en général et même cette UFC en général, franchement, c'était quelque chose. Moi j'ai beaucoup aimé tous les combats, hein. Franchement, si tu regardes, il y a tous les combats, ils ont eu leur moment, ils ont eu leur moment. Le fight of the night, il était dur à avoir Ouais. et c'est le sujet d'aujourd'hui qu'il a eu, c'est Benoît Saint-Denis contre Poirier. Donc ça te dit à quel point le combat a été rude. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de très très beaux combats, beaucoup de très très grands combattants. Gelton Alameda qui s'est fait battre par Curtis Blades, et puis le Cubain dont le nom m'échappe, je crois que c'est Robelis Despain, tu vois, qui faisait ses débuts à l'UFC et qui a mis un giga KO au premier round. Ça fait du bien aussi de voir Peter Yan renouer avec la victoire, lui qui s'est fait battre par Merab, qui s'est fait battre par Aljamain Sterling, etc. etc. Donc ça fait plaisir effectivement de voir Peter Yan revenir sur le devant de la scène, mais comme tu l'as dit, on va revenir sur le combat qui a décroché le titre symbolique, symbolique ou pas, de combat de la soirée, Benoît Saint-Denis vs Dustin Poirier. Malheureusement, c'est pas très bien terminé pour le Français qui s'est incliné par KO au deuxième round. Avant de revenir vraiment sur sa défaite à Benoît Saint-Denis, j'aimerais ce que savoir de manière globale, qu'est-ce que tu as pensé de ce combat, en sachant que toi, tu nous l'as dit lors de l'analyse de la dernière vidéo, Dustin Poirier, c'est un combattant que tu apprécies particulièrement. Moi j'ai beaucoup aimé le combat. J'ai beaucoup aimé l'énergie avec laquelle est arrivé Benoît Saint-Denis. Il n'a pas respecté le titre Mhm. de Steam. Et de Steam, il a fait ce qu'il fait, tu vois, le striking. Franchement, quand il met des grosses frappes, moi, ça me fait ça. J'ai l'impression de sentir la puissance à travers Mhm. l'écran. Chaque fois qu'il met un coup, tu vois l'autre qui réagit, tu Ouais. vois. Et c'était vraiment un combat rude. Je suis dégoûté d'un côté que Benoît Saint-Denis est perdu, mais j'arrive pas à totalement l'être, tellement je suis fan de Sin. Mhm. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce combat. J'ai passé un très bon moment et tranquille. De toute façon, Benoît Saint-Denis, il est encore jeune dans ce game. Il va revenir. Il va se relever. Ouais, sa marge de progression est énorme. Et c'est vrai qu'on se le disait là avant de commencer la vidéo, Mofsar, tu peux pas détester Dustin. C'est impossible de détester Dustin. Même les fans français, même les fans de Benoît Saint-Denis ne peuvent que respecter Dustin Poirier. C'est un combattant qui. Enfin, c'est la grande classe. Le style qu'il a, on en parlait aussi avant la vidéo, le fait qu'il replace toujours son short, qu'il généralement il chipote à ses cheveux, même si là il était crâne rasé assez court. Il a vraiment un style particulier de Dustin et c'est une légende vivante de l'UFC, comme on l'a dit aussi lors de notre analyse. Ouais, c'est ça, hein. Hall of Famer. Ouais. Il a mis des KO. Il a affronté tous les plus grands noms dans cette catégorie. Et tu as Benoît Saint-Denis qui vient s'y rajouter. Donc, tu vois, ça permet aussi de placer la France sur la carte de la Mhm. catégorie la plus chargée de l'UFC. Mhm. Donc, en soi, c'est un grand accomplissement, pas complet. On n'a pas malheureusement complété la dernière petite étape, mais je trouve que c'est déjà un bon pas vers l'avant et les autres vont suivre.
Ouais, exactement, et tu l'as dit là tout à l'heure, c'est vrai que, et on l'avait dit aussi dans notre analyse, le fait que Daniel Warin, l'équipe de Benoît Saint-Denis et Benoît Saint-Denis lui-même n'allait pas respecter la légende vivante qui est Dustin Poirier, ça s'est vu dans le premier round, hein. Je vais pas te mentir Mofsar, moi j'ai été choqué de la prestation de Benoît Saint-Denis dans cette première reprise. Personnellement, j'avais jamais vu Dustin Poirier se faire contrôler de la sorte au sol. Les deux seuls qui l'ont contrôlé aussi de manière aussi flagrante au sol, il y en a deux, et c'est des légendes eux aussi dans la catégorie des poids légers, c'est Khabib et Charles Oliveira. Qu'est-ce que tu penses du contrôle au sol de Benoît Saint-Denis face à Dustin Poirier, et est-ce que c'était la bonne stratégie à avoir face au Diamant de Louisiane? Moi, je pense que c'était la bonne stratégie. Et pourquoi? Parce que ça a totalement marché dans le round 1. Il a dominé le round 1. Personne ne peut contredire ça. Il est arrivé rouleau compresseur, marche avant. Mhm. Boum, 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 boum. Non-stop. Takedown, amené, takedown, amené. Et il y a eu plusieurs moments où Dustin était en danger. Donc, moi, je trouve que le game plan, la manière dont ils ont entamé le combat, c'était ce qu'il y avait à faire. Même s'il y a une chose, c'est que c'est quelque chose de très énergivore. Donc, moi, je me Mhm. demandais, est-ce que c'est possible de tenir ce qu'il est en train de faire sur 5 rounds? Parce que c'est quand même une très, très grosse intensité qu'il mettait. Donc, je pense que la manière dont ils ont approché le combat, c'était la bonne. Mais malheureusement, il a pris des coups et est arrivé ce qui est arrivé. Ouais, face à Dustin Poirier, c'est clair que ça pardonne pas. Il y a quand même eu une tentative de clé de bras dans la fin du premier round. Après, la position n'était pas idéale. Il y a eu quand même aussi une montée et une tentative d'étranglement arrière. Ça, c'était dans le début du deuxième round. Finalement, franchement, hein, Movsar, au-delà de la défaite, mais je trouve que il manquait plus que la finition pour Benoît Saint-Denis. Et c'était quasiment une performance parfaite. Tu vois ce que je veux dire? Ben ouais, totalement, hein. Franchement, Euh, moi, à un moment donné, je me suis dit, ouais, il va le finir. À un Ouais. moment donné, premier round, je me suis dit, Dustin, il va se faire finir là. Je me suis Mhm. dit, c'est bon, Dustin, finito, il va se prendre une soumission, un étranglement, un truc. Et il a survécu. Après, lui, il le dit tout le temps, tu vois, le diamant, il se forge sous la pression. Mhm. Donc, c'est dur de. T'en finis pas aussi facilement avec Dustin, tu vois. En plus, moi, je trouve que Dustin, il était un peu intimidé par Benoît Saint-Denis. Mhm. Il fait flipper un peu BSD, tu vois. Donc, je trouve que Dustin était un peu intimidé. C'était bien parti, c'était vraiment bien parti. Même si au premier round, il a pris quelques coups, hein. Franchement, si les gens ils re-regardent, on voit que quand Daniel Warren lui dit arrête de faire la bagarre, c'est parce que Mhm. avant de shooter le takedown, il est comme ça. Ouais. Et il prend deux, trois coups même au premier round, bien, bien méchant. Je me suis dit, oula, fais attention, mais bon, au deuxième, laisse tomber. Et qu'est-ce que tu as pensé aussi des guillotines là, de Dustin Poirier pour défendre les amener au sol? Apparemment, son entraîneur Mike Brown, il lui a dit mais qu'est-ce que tu fais? Ne le fais surtout pas. Mais c'est un peu ça fait partie de son style aussi à Dustin Poirier. Ben, c'est marrant que genre, c'est connu pour être sa soumission, sa meilleure soumission, mais il n'a jamais soumis quelqu'un avec ses Ouais, soumissions. de fou. De fou, c'est vraiment ça. Ouais, c'est un forceur. Ouais, lâche ça, cousin. Arrête de. Il attrape, il saute, il arrête pas de sauter dans la grille. Tu vois bien de si Benoît Sané, il va pas taper. Arrête de faire ça. Hmm. En plus, dans son coin, il dit arrête de le faire. Deuxième round, il retourne, il recommence. Hmm. Alors, franchement, je me suis dit là, il force, c'est un forceur. En plus, après, quand il parlait au micro avec, je pense que c'était avec Cormier, je me Rogan, rappelle même plus. Rogan. Oregon, avec Joe Rogan. Il dit ouais, c'est les guillotines. Il dit non, je m'en fous. Je vais Ouais. continuer et je ferai ce que je veux. Mais arrête, frère. Lâche ça. Il y a plusieurs moments, il saute, il finit dans le dos, ou, ou BSD, il lui met des enclumes dans la tête. Ah, je sais pas, hein, franchement, il voulait pas lâcher sa guillotine. Peut-être qu'un jour, il aura une finition, j'espère pour lui. Ah, c'est un grand malade. Franchement, je comprends pas non plus ce qu'il nous fait avec ses guillotines de Stine Poirier. C'est un taré. Par contre, ce qu'il lui a réussi, comme d'habitude, c'est à la mi-distance en striking avec Benoît Saint-Denis. Il arrive à le connecter déjà par une uppercut. Donc ça, c'était dans le deuxième round. Je crois que c'était quoi le milieu de deuxième round. Il connecte Benoît avec un uppercut. Benoît, il tente de plonger dans ses jambes pour chercher l'amener au sol. Dustin arrive à défendre cette tentative de takedown. Et ensuite vient le gros crochet du droit comment dire, qui inflige un knockdown à Benoît Saint-Denis. Et ensuite, le coup en grande endpoint, mais la précision, Movsar, la précision de ce coup avec l'élan de Sim Poirier, plein pot, en plein visage de Benoît Saint-Denis. J'ai envie de dire que c'est une chouette victoire pour Dustin Poirier. Il a 35 ans aujourd'hui, il revient après une défaite sur KO. Mais en même temps, je suis obligé de me dire que c'est une défaite frustrante pour Benoît Saint-Denis parce qu'il y avait clairement de la place pour aller chercher la victoire.
Ouais, c'est ça. Tu vois bien. En fait, il y a des combats, tu vois, il y a une domination complète. Il y a des combats, tu te dis, ouais, ce combat-là, ils le refont 10 fois, il va jamais gagner. Mhm, Mais ce combat-ci, là, il y a tellement de choses, tellement de questions, tu te poses, tu te dis, ah, mais purée, et si, et si, et si, et si. Tu te dis, il y avait moyen. Et c'est d'autant plus frustrant quand tu te dis, il y avait moyen. Si tu te prends un mur, tu te dis, OK, j'ai pas encore le niveau, je retourne à l'entraînement. Et là, tu es frustré, tu rentres chez toi, tu dis, purée, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû mhm, faire ça. Et c'est de là que vient la plus grosse frustration. Mais c'est pas grave, comme tu viens de dire, tu vois, Dustin, il a 35 ans. mhm. Benoît Saint-Denis, il en a 28, Ouais. 27. 28, ouais. 28 ans. Il lui reste 7 ans pour arriver à l'âge de Dessine, t'imagines? Mhm, 7 ans, c'est une carrière pro, 7 ans, tu vois. Donc, ouais. il a tout le temps, il a tout le temps, il a toute la vie carrément devant lui. Donc, il ne faut pas s'inquiéter avec ça et on va revenir meilleur. Ouais, marge de progression énorme, hein, Benoît Saint-Denis, c'est un jeune combattant. C'était à peine son 15e combat professionnel, alors que du côté de Signe, on en est quasiment à 40 combats professionnels. Il est à l'UFC depuis 2012. Au niveau de l'expérience, il n'y a rien à dire. Dustin était au-dessus. Par contre, ce dont on doit parler aussi, Mofsar, c'est que pendant la pause, après le premier round, tu as Daniel Warin. On a l'impression que Daniel Warin, il donne toujours les mêmes consignes à Benoît Saint-Denis. Il lui dit toujours, s'il te plaît, ne va pas à la bagarre, prends ton temps. Et malheureusement, on a l'impression qu'aller à la bagarre pour Benoît Saint-Denis, c'est limite plus fort que lui. C'est vrai que pendant le combat, moi aussi, j'avais peur sur pas mal de situations parce que la garde était très basse, ses mains étaient basses, il prenait énormément de risques, il allait à la recherche du finish, mais malheureusement pour lui, cette fois-ci, ça n'a pas payé. En fait, je pense que, enfin, je sais pas, ça va dépendre de la manière dont il va tirer une leçon de ce combat. Par exemple, Daniel Warren, comme tu as dit, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il lui dit, elle va pas à la bagarre, va pas à la bagarre, va pas à la bagarre. Mais il va tout le temps à la bagarre et tout le temps il gagne et tout le temps il fait son finish. Mhm, Donc jusqu'ici, ça lui a toujours réussi la bagarre. Cette fois, ça lui a pas réussi. mhm, Donc est-ce qu'il va se dire, ouais, faut que j'aille moi à la bagarre? Ou est-ce qu'il va dire juste cette fois, ça n'a pas marché, mais je vais mhm. continuer, ça finira par ça marchera la prochaine fois. À voir comment il va, tu vois, ça dépend, chacun est différent, à voir comment il va gérer ça, les décisions qu'il va prendre après. Mais tu vois, si ça marche 10 fois et qu'une fois ça marche pas, Mhm, tu commences pas, tu comprends? Moi, si je mets un coup tout le temps, ça marche. Je vais pas arrêter parce qu'une fois ça n'a pas marché. Donc, mhm. je sais pas, je pense que ça dépend. Va falloir regarder avec leur team, se questionner, regarder un peu ce qui a été, ce qui n'a pas été, et va leur prendre les bonnes décisions. C'est super intéressant ce que tu dis parce que je crois que c'était Baki qui a réagi après ce combat et cette défaite de Benoît Saint-Denis. Et en fait, il a dit que fallait pas que Benoît il dénature son style parce que c'est pas comme si Benoît il est allé à la bagarre uniquement contre Dustin Poirier, hein, comme tu l'as très bien dit. Il a toujours fait ça, ça fait vraiment partie de son style et de sa personnalité, cette âme de guerrier, cette âme de bagarreur. Sauf que là, pour le coup, on doit le dire aussi, Mofsar, il est allé à la bagarre contre un bagarreur né aussi qui est Dustin Poirier. Et on l'a vu par exemple. D'ailleurs, ah oui, j'ai oublié de te le dire, et ça c'est un petit coup d'œil du destin en quelque sorte, c'est que la victoire de Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis, elle s'est faite avec un crochet du droit. C'est exactement le même crochet du droit qui a commencé à éteindre Conor McGregor dans le même round, deuxième round, et exactement le même timing dans le deuxième round. Je crois que c'était 2 minutes 32. Bon, ça c'est juste pour la petite parenthèse, la petite anecdote, mais c'est clair que aller à la bagarre avec Dustin Poirier, Movsar, on sait à quel point c'est son domaine de prédilection à Dustin. C'est ça, pour moi, le meilleur à l'UFC dans la bagarre mi-distance, c'est de moi. C'est pour ça que c'est mon combattant préféré. Mhm. Tu le vois dans les échanges, dans le combat avec Dan Hooker, Ouais. ou dans les angles courts, en fait. Il y a des angles, ils sont vraiment courts. Il sort l'épaule comme s'il chargeait. Pouf, il envoie un coup de bastos. Oh là là. Non, c'est magnifique. Franchement, tu vois, là, je t'explique, je suis comme un ouf. Moi, j'aime trop ça. Et juste, comment il fait pour développer autant de puissance Mhm. à si petite distance? Ouais. On dirait que son épaule, elle se déboîte, elle Mhm. va derrière, tu vois, il fait comme ça. Il fait des coups, c'est Luffy. De Là, bah, fou, bah. de fou. Non, non, incroyable. Les angles en plus, parce qu'il n'envoie pas l'uppercut vertical, il l'envoie un peu en diagonale. Puis après, il rattrape par là. Non, c'est magnifique. Mhm. Tu vois, à un moment donné, Benoît, il descend un peu sur la gauche, il le rattrape vers le bas, tu vois, il pré-shot. C'est pas, il frappe là où elle est la tête. Sa tête, elle descend et il fait, pouf, tu vois, il l'attrape dans la trajectoire. Non, c'est magnifique. Magnifique. Tu peux que respecter. Le combat était magnifique. Tu peux pas tu peux Mhm. pas haïr aucun des deux camps, tu vois. Les deux, ils ont fait leur taille, leur travail. Les deux ils ont été respectueux. Non, magnifique, tu vois. C'est le beau sport. Moi, c'est ça que j'aime. Mhm.
Limite, on peut dire c'est le noble art même, parce que Dustin Poirier, il est réputé pour être l'un des meilleurs boxeurs à l'UFC tout court. Et puis même, tu vois, sa façon de défendre aussi, en plaçant ses bras, en jouant avec ses épaules aussi. Non, franchement, sa boxe, elle est agréable à voir. Sa boxe offensive, mais aussi sa boxe défensive. Tu vois, la façon dont il a pour neutraliser les coups de l'adversaire, c'est incroyable. Très, très intelligent Dustin Poirier. Il a une très bonne boxe. Et pour revenir à Benoît Saint-Denis Movsar, il y a Luke Thomas, qui est un spécialiste américain super réputé, qui disait en fait, je pense que c'est lui qui disait ça, mais il disait que c'est pratiquement impossible d'arriver et de s'imposer dans le top 5 d'une catégorie. Et encore plus, c'est encore plus vrai chez les poids légers, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la catégorie la plus compétitive et chargée de l'UFC. Bah, c'est quasiment impossible de s'imposer dans le top 5 de cette catégorie sans avoir une défense qui est au niveau. Va vraiment falloir que Benoît travaille cet aspect-là du game, mais il le sait, Guillaume Pelletier, son manager, le sait, Daniel Warin le sait également. Sans une bonne défense, un minimum hermétique, il ne pourra pas s'imposer dans le top 5 de la catégorie, puisqu'il y a des gros, gros punchers et des strikers extrêmement précis, extrêmement techniques aussi. Bien sûr, tu es obligé, avec surtout avec des 4 os, tu vois. Ça me fait penser un peu au combat Baki Doumbé. Mhm, Doumbé, il en a mis quand même des droites à Baki. Il y a des droites, mais pourquoi est-ce qu'il tombe pas? C'est pas parce qu'il a la tête dure. Parce qu'il y en a, ok, ils ont la tête dure, ils encaissent. Mais même celui qui encaisse, il prend un bon coup, il tombe. C'est juste que par exemple, tu vois des moments où Baki prend la droite de Doumbé, il tourne la tête avec. mhm, Il tourne la tête, il suit, il bloque avec l'épaule. Tu prends des coups, mais tu apprends, c'est ça, c'est la défense, tu vois, le shoulder roll, les mouvements, les suivis, les trucs. Et la mhm, défense à haut niveau, tu es obligé. Et même pas que dans cette catégorie, tu regardes, même chez les 61, chez les 57, un bon contre bien placé, tu dors. mhm, Et pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ils s'envoient des coups 25 minutes et ils tombent pas KO? Parce qu'ils ont toujours un minimum de défense. Tu regardes le combat de Peter Yan, là, justement, que je disais. Elle me dit à chaque fois que je fais le pouce. Tu regardes le combat de Peter Yan, là. ouais, Ils se mettent des bastos, mais pourquoi ils tombent pas? L'épaule qui tourne, la main devant, boum, boum. mhm, Ça fait partie de la défense. Tu peux pas avoir une défense comme en boxe où tu es juste fermé et tu es couvert. Non, quand tu es fermé, il y a plein de trous avec les petits gants. Donc, tu dois travailler ta défense et ça ne m'étonnerait pas que la suite le prochain camp, le prochain cycle d'entraînement de Benoît Saint-Denis soit dirigé sur la défense parce que c'est une facette très, très importante. L'attaque, il l'a, l'agressivité, il l'a, mhm. le cœur, il l'a. Maintenant, il faut un peu travailler sur la défense. En plus de cela, c'est rare de voir aussi un combattant français aussi complet parce que sa lutte elle est en place, son BJJ il est en place, son Muay Thai est en place. Enfin bref, c'est vrai qu'il lui manque plus que peaufiner sa défense et le travail il a commencé. Hein. Ça fait depuis un petit temps maintenant que l'équipe de Benoît Saint-Denis est conscient de sa défense là sur laquelle il faut bosser. Il me semble qu'il bosse avec un coach cubain en boxe anglaise et justement ils insistent énormément sur la façon de défendre les coups. Et ça aussi, on doit en parler au Mofsar parce que ça fait partie de ce combat-là, ça fait partie du storytelling de ce combat-là. Ça fait plusieurs jours maintenant qu'on a remarqué que Benoît, je sais pas si tu as vu ça sur les photos, il avait un bouton sur le front. Il y a des gens, je me souviens même, ça fait une petite semaine, voire plus, sur Twitter, j'entendais des gens dire, ou plutôt je lisais des gens dire que c'était peut-être une infection staphylocoque. On sait que c'est quelque chose d'assez costaud. Ça a forcé Paulo Costa, par exemple, à annuler son combat contre Hamza Chimaev. Et lui, je crois que l'infection, elle se situait au niveau de son coude. Il a même dû être opéré. Enfin bref, Benoît, il a expliqué. Après, je sais pas si c'est vraiment staphylocoque. Ce qu'il a dit, c'est qu'il souffrait d'une infection et qu'il était sous antibiotiques depuis une semaine. Est-ce que selon toi, ça peut expliquer justement le manque d'énergie dans l'impact de ses coups très tôt dans le combat? Parce que même au premier round, parfois il mettait des coups de coude ou parfois il envoyait ses points. Même ses kicks, on sentait que c'était pas aussi impactant que lors de ses précédents combats. Une semaine sous antibiotiques avant de combattre, Mhm, euh, tu vois, n'importe qui a déjà été sous antibiotiques sait très bien les effets que ça te fait, ça te fatigue, tu as des gros effets secondaires. Donc forcément, il a eu un impact. Et malgré cet impact, moi, je trouvais un Benoît Saint-Denis tellement dangereux dans ce combat. Donc, qu'est-ce que ça aurait changé s'il n'avait pas été sous antibiotiques? Tu vois, c'est toutes des questions qu'on se pose, mais c'est encore une fois, c'est avec les si, on refait le monde. mhm, Donc, moi, je veux juste voir la suite avec un Benoît dans de meilleures conditions. Et voilà, tu vois, parce qu'en fait, moi, je trouve aussi d'un côté un truc. Franchement, je vais te dire un truc. mhm, Euh, Si tu ne combats pas dans ta meilleure forme mhm, et que tu acceptes de combattre, c'est qu'après, tu vas pas donner des excuses. mhm. Tu vois. C'est un peu dur, mais
Si tu es blessé, tu peux dire, si par exemple, il t'appelle le fils, j'ai un staphylocoque, tu peux pas combattre, tu peux pas combattre. Tu acceptes de combattre, c'est que, tu vois, après, c'est pas plein, je dis pas que c'est plein, attention. Mhm. Je dis juste aux gens, c'est juste pour que les gens comprennent, si tu acceptes de prendre le combat, tu acceptes d'y aller malgré la situation, malgré tes problèmes. Parce qu'il y en a, ils combattent, ils viennent de perdre leurs parents, ils ont mal à la cheville, ils ont mal au truc, ils sont tombés malades. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Mais si tu le fais, fais-le, mais reste digne. Ne te plains pas, tu vois. Donc, moi, je me dis quoi? Je me dis juste, c'est arrivé, les conséquences, les circonstances, elles étaient comme elles sont. Et la suite ne pourra être que meilleure s'il n'était pas au top de lui-même. Ah, parce qu'il a quand même produit un très très bon premier round, hein, on le rappelle, il a roulé sur Dustin Poirier, mais malgré cette infection-là, en plus de l'infection, en plus des antibiotiques, il y a eu le cutting aussi, il y a eu le voyage, le décalage horaire, donc produire un tel premier round, s'il l'avait, imaginons, et franchement c'était proche, mais s'il l'avait fini dans le premier round, on n'aurait même pas cette discussion aujourd'hui, il est juste tombé sur un Dustin qui a du métier, qui a énormément d'expérience, qui a mordu sur sa chic, qui a plié mais qui n'a jamais rompu, et qui a profité de la moindre ouverture pour le punir en contre. On en parlait dans l'analyse aussi, ça, Mofsar, mais tu te souviens qu'il y a certaines personnes qui disaient que Benoît, il était complètement fou, il faisait une erreur d'affronter De Poirier, qui est classé numéro 3 dans la catégorie des poids légers, alors que Benoît, il est classé numéro 12. Si on regarde les précédents adversaires de Benoît, et tu les compares à Dustin, tu vois, ça n'a rien à voir. Matt Frevola, Thiago Moises, Ismaël Bonfim, ça n'a rien à voir avec le pédigré d'un gars comme Dustin Poirier. Maintenant qu'on a vu comment le combat s'est terminé, est-ce que tu dirais que la marche était trop haute et que finalement c'était une erreur de la part de l'équipe de Benoît d'accepter ce combat? Non, je trouve pas que la marche était trop haute. Je trouve que justement, c'est un bon indicateur. Mhm, Tu vois, encore une fois, il y a tous les si, tous les oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok. Juste, on met tout ça, on met tout ça de côté. mhm, Le combat, c'était un combat serré, c'était un combat intense. Il a montré qu'il pouvait le faire. Il a montré qu'il avait sa place dans ce combat. Quoi qu'en disent les gens, il a pris un mauvais coup, il est tombé KO au deuxième. Mais jusque-là, il était totalement méritant d'être. Il avait sa place dans ce combat. Tu comprends. Personne regarde ce combat et se dit, ah ouais, mais lui, comment il est arrivé là? Tu vois, il a sa place, il était totalement méritant d'être là. Et donc, je pense que la marche n'était pas trop grande, juste que c'était pas sa soirée ce soir-là. Tu vois. Donc, it was not my night, ils aiment bien dire ça. C'était pas ma nuit. Donc mhm. voilà, aujourd'hui, c'était pas ton jour. Le suivant le sera sûrement. Je pense que la marche n'était pas trop grande. Je pense que c'était audacieux, je pense que c'était courageux et c'était ce qu'il fallait faire. Totalement d'accord avec toi. En vérité, oui, il se prend le premier KO de sa carrière, c'est vrai, mais il va rester 12e au classement des poids légers. Il y a Dana White qui était dithyrambique aussi envers Benoît Saint-Denis. Donc, il perd pas grand-chose, on va pas se mentir, dans ce combat-là. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, quand l'UFC vit avec une telle opportunité en co-main event d'un UFC numéroté à Miami, Miami qui commence de plus en plus à concurrencer New York et le Madison Square Garden, hein, les chiffres sont tout simplement fous. Je crois que c'est un message positif qu'envoie l'UFC, qu'envoie Dana White à Benoît Saint-Denis. Ils comptent sur lui, ils veulent faire de lui la star de demain. C'est pas parce qu'il a perdu contre Dustin Poirier, qui est une légende, en se faisant contrer que ça y est, c'est la fin de sa carrière. Comme tu l'as dit aussi, il n'a que 28 ans, il est très très jeune. C'est une défaite qui va lui apprendre beaucoup de choses aussi à Benoît Saint-Denis. Tu tires toujours des leçons des défaites. Mhm. Il n'y a pas une défaite dont tu ne tires pas de leçons parce que au minimum, tu regardes la manière dont tu as perdu et tu te dis, OK, il y a ça que je dois corriger. Si tu as perdu à un moment donné, c'est que tu as affronté plus fort que toi. Si tu as plus fort que toi, c'est que tu as du chemin à faire. Donc, c'est sûr il va tirer les leçons. Et comme on disait, parmi les leçons, il y aura la défense, il y aura toutes ces choses-là, comment terminer mieux. Peut-être que, tu vois, sûrement il va regarder, il va se dire, ah, si j'avais fait ça, peut-être la Mhm. guillotine, peut-être l'étranglement, je l'aurais eu. Si j'avais fait ça, peut-être la clé de bras, je l'aurais eu. Donc, tous les ajustements, il va les faire dans ce genre de défaite. Justement, c'est les choses qui te permettent de te rendre compte de ce qui va pas, de ce qui va bien et ce sur quoi il faut travailler. Donc, il va ressortir plus fort. Il a beaucoup de marge de progression, on l'a dit et redit. On a vu que une petite partie du potentiel grandissant de Benoît Saint-Denis.
Avec une meilleure gestion d'énergie, avec une défense plus hermétique, c'est clair, il peut vraiment, vraiment aller loin. C'était son 15e combat seulement et c'était son premier 5 rounds comme main event quand même de l'UFC 299, ça en dit long. Il y a un autre combattant aussi qui a appris énormément de sa défaite contre Dustin Poirier, c'est Justin Gaethje. Premier combat de Justin Gaethje de Dustin Poirier, c'était aussi une guerre sanglante, sans merci. Dustin, il a fini par s'imposer. Mais on a vu qu'au deuxième combat, Justin Gaethje, c'était pas du tout la même version que le premier Justin Gaethje. Il était beaucoup plus mesuré dans son striking, beaucoup plus responsable dans sa défense, beaucoup plus intelligent aussi dans les coups qu'il a choisi. Et donc, ça peut être aussi une sorte d'évolution de Benoît Saint-Denis, un petit peu à l'image de Justin Gaethje. Affronter Dustin Poirier, en vérité, ça t'apprend énormément de choses parce qu'il a même appris à Conor McGregor comment défendre les calf kicks aussi après le rematch. Ouais, je pense qu'il a même appris au monde entier comment défendre les calf kicks. Ouais, de Après fou. ce combat-là, tous les calf kicks, c'est devenu à la mode. Tout le monde faisait ça. Tu vois, ouais, c'est ça, hein. Franchement, on en revient toujours à ça. C'est que Gaethje, le premier, c'était plus du tout le même que dans le deuxième. Pourquoi? Parce qu'il a été forgé dans la bataille. Il a vécu beaucoup de guerres, beaucoup de combats très durs. Ils sont beaucoup entraînés avec son coach Trevor Whitman. Et il revient à un nouveau Gaethje avec les mêmes armes qu'avant, mais sans les défauts de la dernière fois. Donc, et c'est potentiellement ce vers quoi se dirige Benoît Saint-Denis. De renforcer ses armes, de pallier à ses faiblesses et de revenir avec, tu vois, d'être toujours meilleur, toujours plus fort. Le processus d'apprentissage, moi je dirais que ça peut peut-être lui prendre deux trois combats et je pense, hein, tu me dis si tu es d'accord avec moi je dirais qu'il lui faut encore peut-être affronter des top 10, mais la deuxième moitié du top 10, tu vois ce que je veux dire, donc pas le top 5, mais je sais pas moi, des combattants classés de la sixième à la dixième place, et il y en a quelques-uns qui pourraient être intéressants, les Dan Hooker, les Binil Dariush aussi, Binil Dariush qui a un nom, il reste sur pas mal de défaites là en ce moment, donc ça pourrait être même être intéressant pour Dan Hooker et Dariush d'aller affronter Benoît Saint-Denis. D'ailleurs, pour la petite anecdote, avant que le combat contre Dustin Poirier se concrétise, à la base, le camp de Benoît Saint-Denis voulait affronter justement soit Dan Hooker, soit Binil Dariush. Donc ouais, qu'est-ce que t'en penses pour la suite de Benoît Saint-Denis d'aller affronter un top 10 comme Dan Hooker ou comme Binil Dariush? Pour moi, c'est la suite logique. C'est la suite logique, ça me semble. Tu vois, je pense que c'est ce qu'il doit faire parce qu'il a prouvé qu'il avait sa place, qu'il pouvait se confronter au plus grand. Et il doit juste maintenant gagner la légitimité de le faire en battant des mecs dans la deuxième partie du top 10. Tu vois, comme les Danouker, Ben Yedder, c'est vraiment des bons noms, tu vois. Euh, c'est des mecs. Parce qu'en fait, il y a ça la différence dans Lightweight, c'est que le top 5 et la deuxième partie Ouais. du top 10, il y a un fossé entre eux. Et si euh, BSD peut aiguiser ses armes chez cette partie un peu moins forte, mais quand même qui sont des tueurs, il pourra mieux se préparer pour aller chercher potentiellement plus tard la ceinture des lightweight. D'autant plus que c'est une catégorie vieillissante, hein, hormis Armand Saroukian, hormis Islam Makachev aussi, t'as les Charles Oliveira, t'as les Dustin Poirier justement, t'as les Justin Gaethje, les Michael Chandler qui ont largement dépassé la trentaine, donc il y a vraiment une place à prendre pour Benoît Saint-Denis. Là, encore une fois, je sais que je me répète, mais une grosse marge de progression, et avec son équipe, avec Daniel Warin notamment, Chris Avocat, je pense qu'ils vont vraiment effectuer les ajustements nécessaires pour lui permettre de titiller le top 5, allez, peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. On va quand même parler aussi de la suite pour Dustin Poirier, la légende vivante de la catégorie des poids légers. Je sais pas si tu l'as vu, mais il a call out Islam Makhachev pour le mois de juin. Visiblement, Islam aussi, il est chaud. Pour moi, c'est le meilleur combat organisé pour la prochaine défense de titre d'Islam Makhachev. Honnêtement, un Islam Makhachev, Charles Oliveira numéro 2, je trouve que ça a perdu de son charme et de son intérêt. Islam Makhachev vs Armand Tsarukyan numéro 2, pour moi, c'est pas vendeur. Désolé hein, pour les Arméniens et les Brésiliens qui nous regardent. Je donne juste mon avis le plus objectif possible. Par contre, un Islam Makhachev vs Dustin Poirier, opposition de style. Dustin a affronté, a perdu Khabib Nurmagomedov, donc il aurait envie peut-être de venger cette défaite en s'imposant contre Islam. Donc je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que pour toi, un Islam Makhachev vs Dustin Poirier, c'est un combat qui a de la gueule? Oh, ça a beaucoup de gueule même. Punaise, qu'est-ce que j'aimerais voir ça. Pour moi, là, les deux meilleurs candidats pour la ceinture, c'est Gaethje et Poirier. C'est tous les deux leur dernier run vers la ceinture. Mhm. Tous les deux leur dernière chance pour aller chercher cette ceinture qu'ils ont beaucoup frôlé du doigt. Donc, j'ai hâte de voir ça. Punaise, qu'est-ce que ça serait incroyable. Franchement, déjà, quand il y avait Khabib Dustin, moi, j'étais comme un ouf. Et là, Islam Dustin, oh là 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 là.
Non, franchement, j'espère que ça va se faire. Il parlait de faire ça en juin. J'attends ça impatiemment et quelle guerre ça va être. Oh là là. Ah, ça va Là, être je suis incroyable. hypé aujourd'hui, avec des bonnes nouvelles. Je suis hypé. Imagine ça se fait. Bon, j'aimerais trop. Franchement, j'aimerais beaucoup. Ah, ce serait incroyable. Justin Gaethje, là, il va affronter Max Holloway à l'UFC 300, donc à voir s'il en ressort gagnant ou pas. C'est au mois d'avril, donc peut-être que pour le mois de juin, ça va être un petit peu short pour lui s'il passe par une guerre contre Max Holloway. Mais t'as raison, hein. Gaethje, c'est un challenger intéressant pour Islam, d'autant plus qu'il l'a jamais affronté. Et puis Dustin Poirier, non, vraiment, je pense vraiment que l'UFC va récompenser cette victoire de Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis, parce qu'en vrai, il a pris un risque énorme. Benoît qui était même pas top 10, qui était classé numéro 12 et qui en plus était super dangereux. Dustin a accepté de l'affronter et a fini par le battre. Donc je pense vraiment que l'UFC va récompenser cette prise de risque de la part de Dustin et lui offrir le title shot contre Islam Makhachev. Je pense qu'on a été complet. Movsar, n'oubliez pas de vous abonner à son compte Instagram. Il est en train d'exploser, Movsar Ibrahimov. Grimper dans le train de Movsar tant qu'il est encore temps, hein. C'est pas encore trop tard, donc allez-y, puis abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et donnez-nous votre avis dans les commentaires concernant cette défaite de Benoît. Movsar, c'était un plaisir comme d'habitude, prends soin de toi et on se capte une prochaine fois. C'est quand ton prochain combat? Rappelle-nous la date de ton prochain combat à l'AEF. C'est le 17 mai à l'AF, ouais. Ça va être. On va faire du grand show, les gars. Soyez nombreux, soyez là. Et on va vous en donner pour le déplacement.